à toutes et à tous. Merci d'être là. Nous sommes dimanche 4 juillet et c'est la suite des états généraux du Festival d'art urbain organisé par l'équipe d'Urban Art Paris en marge du label Valette Festival avec Sébastien Lys, ici présent, Jeanne Vinot, qui nous invite dans cette salle du Tivoli. Merci à l'équipe du Tivoli de nous accueillir, de nous accompagner dans la logistique de ces rencontres. Et puis merci Monsieur Dijon, Benoît Dijon, maire de Montargis, qui aujourd'hui va introduire notre deuxième journée consacrée aux motivations sociales et à l'attractivité territoriale. On va parler d'urbanisme, on va parler d'attractivité territoriale et ces thématiques en lien bien sûr avec l'art urbain et les festivals qui l'animent sur le territoire. Sébastien, tu veux dire un mot ? Merci Julie pour cette introduction. De la part de toute l'équipe d'Urban Art Paris, on veut bien évidemment remercier la ville de Montargis et Monsieur le maire qui est présent avec nous pour nous accueillir et nous avoir fait confiance depuis maintenant 3 ans sur le projet du Festival La Belle Valette et du Hors-les-Murs. Et je vais laisser la parole à Monsieur Dijon pour faire cette introduction. Ouais. Merci de cet accueil amical. Et puis bon, je suis en bonne compagnie, là, je me sens bien entouré, donc je n'ai peur de rien. Mais je vous ai à l'œil quand même tous les deux, Sébastien et Mathieu, parce qu'il faut quand même les surveiller. Bon, je tiens tout d'abord à vous dire combien Montargis est fier de vous accueillir aujourd'hui dans ces ateliers de réflexion sur l'art urbain. Nous avons effectivement, il y a 2 ans ou 3 ans, je crois que c'est 2 ans, enfin c'est peut-être 3 ans, non 2 ans la première, on a commencé à discuter il y a 3 ans, mais c'est il y a 2 ans qu'on est passé à l'acte, débuter avec vous, Sébastien et Thomas, une aventure pour notre ville qui fait tâche dans le monde entier à des degrés divers. À Montargis, nos premières œuvres ont été monumentales, en prenant pour cadre les façades occultes d'ensembles immobiliers de 6 à 12 étages, idéalement situés le long de lieux de passage. Elles donnent immédiatement aux spectateurs passants l'envie de venir voir ce qui se passe ici. Ce qui se passe, eh bien, c'est le résultat d'une longue évolution, d'une forme d'art qui est actuellement l'art urbain ou le street art. Mais cet art, c'est finalement celui de nos origines, ceux des peintures rupestres de Lascaux, de Chauvet et autres lieux qui ont marqué notre civilisation. Ceci étant, je me suis retourné sur votre expérience et la particularité de votre action. Votre association, autour de ce festival annuel au château de Pressigny-les-Pins, a créé un mouvement unique qui dépasse et sublime l'art urbain par son aspect éphémère. Comment définir cette réunion qui chaque année détruit ce qui a été adoré, comme le font les marées avec les empreintes du sable. Plus fort que tout, l'art éphémère revêt une force et une grande générosité humble de tous ces artistes qui viennent, sachant que rien ne sera plus demain. Et cette force, cette générosité, cette fulgurante remise en cause est le marqueur exceptionnel du Festival de la Belle Valette. À la façon d'un Banksy mettant en scène la menace inachevée de destruction d'une œuvre, vous allez sans aucune hésitation au bout de ce renouvellement, ne laissant dans nos esprits que le souvenir de ce qui a été réalisé. Il s'agit donc pour tous ces artistes qui viennent de plus en plus nombreux du monde entier se brûler les ailes autour de ce phare qu'est la Belle Valette. Cette fascination que vous organisez est unique en son genre au regard de l'art pictural et c'est ce que je veux saluer en vous. Merci Sébastien et Thomas. Mathieu. Et Mathieu, pourquoi je dis Thomas, Sébastien? L'autre fois c'était Arnaud. Ah mais non, mais je vous ai... Mais non, parce que j'ai un adjoint qui s'appelle Thomas et son compagnon s'appelle Sébastien. D'accord. Ils sont mariés, je sais que vous n'êtes pas. Bon, merci. Alors, je corrigerai demain. Merci Sébastien et Mathieu. Elle est belle celle-là. Hein, de nous permettre de pouvoir approcher ce Graal qui est le bouillonnement de toute cette équipe qui vous entoure avec dévotion, permettant à cette expérience d'être chaque fois plus enrichissante et rayonnante, car unique. Voilà. Comme on dit dimanche, itemis est, alors je vais aller m'asseoir dans les gradins pour vous écouter parce que c'est de vous que viennent la culture, l'intelligence et tout ce qu'il y a à savoir. Moi je suis qu'un petit amateur, mais j'ai des motivations, c'est ma réflexion personnelle, ce que j'ai dit c'est ce que j'ai sur mon cœur, ça n'a pas été préparé par mon directeur de cabinet, j'ai fait ça tout seul, vous voyez, j'aurais pas mis... Et il a relu quand même cet animal. On va lui coller une paille demain, hein, poisson. Hein. Bon, non mais là, on est habitué à Sébastien et c'est vrai, bon, je suis désolé. Hein. Et Mathieu, vous êtes Mathieu. Allez.
Merci beaucoup, Monsieur Dijon, pour cette introduction et pour avoir bien réveillé la scène aussi, qui va maintenant être très attentive aux échanges qu'on va pouvoir avoir autour de cette première table ronde consacrée aux questions des liens entre l'art et l'urbanisme, entre l'art urbain et l'urbanisme, excusez-moi. J'ai discuté l'année dernière avec Olivier Land quand je préparais mon bouquin sur le sujet. Et il m'avait dit mais l'art urbain, c'est simple, hein, c'est de l'art et c'est de l'urbain. Et effectivement, il a raison. L'art urbain, c'est de l'art et c'est de l'urbain. La question entre l'art, l'urbain, en tout cas les pratiques artistiques en ville, les pratiques visuelles en ville, et l'urbanisme, pose, il me semble, deux grands types de questions. Alors, je vous propose un petit cadrage comme ça, mettre en place quelques idées, quelques notions, et puis après, on discutera avec les trois personnes qui sont autour de la table et que vous avez déjà vu hier et que vous connaissez, mais que je représente. Il y a Jean Faucheur, qui est président de la Fédération de l'art urbain, bonjour. Il y a Julien Durmont, qui est président de l'association Cisart, qui arrive de Toulouse. Exact. Et il y a Sébastien Lys, qui est cofondateur du festival La Belle Palette, organisateur de la journée, bonjour. Donc l'art urbain, c'est de l'art et c'est de l'urbain. Alors les questions entre l'art urbain et l'urbanisme, il y en a deux grands types, il me semble. C'est des questions d'abord sur les espaces de création des artistes, d'un côté. On crée, vous créez, il crée, elle crée, dans des espaces différents qui imposent des contraintes à la création, des contraintes physiques, matérielles, spatiales, et puis des contraintes temporelles liées à la vie de ces lieux. Et puis il y a une deuxième grande question qui est celle du rôle du coup, que les artistes peuvent être amenés à endosser dans la fabrique, la construction de la ville. En travaillant dans ces espaces, en étant dans ces espaces de ville, quel rôle peuvent-ils avoir dans les évolutions de la ville, soit des rôles dont ils s'emparent eux-mêmes, soit des rôles qu'on leur assigne. Et du coup, comment travaille-t-on avec ces rôles-là? Alors, à travers l'intervention de Jean Faucheur, celle de Julien Durmont, et puis les discussions qu'on aura ensuite tous les quatre, je vous propose qu'on essaye de dresser ensemble un panorama des modes d'occupation de la ville par les artistes et qu'on réfléchisse à la manière à la fois dont ces lieux urbains façonnent la création, tout en étant en retour des lieux façonnés par les artistes et travailler ces allers-retours entre les lieux et les acteurs. Donc avant de commencer, je vous propose un tour d'horizon non exhaustif des types de lieux et des modes d'occupation dont il sera question, et puis un début d'interrogation sur le rôle des artistes qui sera peut-être plutôt l'ouverture de cette table ronde. Je vais essayer de partir des lieux les plus anodins, les plus informels, pour aller vers le plus institué, puisqu'il sera, comme hier en fait, toujours question de ce rapport de l'officieux à l'officiel, de la marge à l'institution, du spontané au politique. Les types de lieux, alors c'est d'abord les coins et les recoins des villes, le graffiti, dans les recoins des murs, les murs aveugles, les murs en haut, les murs en bas, le sol. C'est en fait tout un tas de petits lieux, de micro-lieux de la ville qui sont investis par les auteurs de graffiti, par les peintres, par les artistes, qui eux-mêmes circulent dans l'espace public et circulent d'une ville à l'autre. Ce sont aussi les terrains vagues, là, qui sont des espaces un peu plus grands, un peu plus fermés, un peu plus en retrait aussi de l'espace de circulation, qui sont des espaces de création, plus tranquilles, où on a plus de temps, où on est moins soumis à l'effacement, où on est moins soumis à la répression, et où on peut développer des sociabilités, et puis se tissent ou se sont tissés à travers l'histoire des liens d'un terrain vague à l'autre, d'une ville à l'autre, avec des circulations comme ça, de crews notamment, qui s'invitent à venir d'un mur à l'autre, avec des espaces qui sont devenus des espaces mythiques et fondateurs du mouvement, des terrains vagues très connus, et je ne ferai pas la liste aujourd'hui. Un peu plus organisés, peut-être, les espaces de squat culturel dans lesquels les arts visuels ont toujours eu leur place, dans lesquels il y a eu des graffeurs, des peintres, avec d'autres disciplines, des espaces vraiment marqués par la pluridisciplinarité, par des formes d'organisation autonomes, mais qui sont quand même des formes d'organisation, et on y reviendra, avec là aussi des circulations à l'intérieur du monde des squats. C'est un travail c'est des espaces qui ont été étudiés par Florence Bouillon, par Thomas Aguilera, par d'autres collègues chercheurs. Je vais aujourd'hui citer un peu mes copains aussi, parce qu'ils ont aussi produit du savoir. Et donc, ils sont encore d'autres types de créations
où là, peut-être que les peintres, graveurs sont amenés à travailler dans l'interdisciplinarité, contrairement aux premiers espaces que j'évoquais tout à l'heure, avec d'autres formes d'implication dans la vie collective, dans la vie urbaine, à travers ces lieux. Progressivement, les squats culturels, donc il y en a eu en France, il y en a toujours, et il y en a aussi à l'étranger, là aussi il y a des circulations internationales, ont été accompagnés au début des années 2000 par le ministère de la Culture qui s'est dit tiens, là il y a quelque chose qui se passe, il y a des bouillonnements, des espaces de renouveau de la création et de renouveau des méthodologies aussi du travail culturel qu'on pourrait accompagner pour renouveler aussi nos politiques culturelles. C'est le grand mouvement qui a été lancé autour de l'étude intitulée Les nouveaux territoires de l'art, rédigée par Fabrice Extrait en 2001, et qui a impulsé une dynamique au niveau national d'accompagnement à l'institutionnalisation des friches culturelles. Ça a été documenté par Lorraine Andrès et Boris Grésillon, qui sont deux géographes qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et qui ont eux-mêmes été assez proches de la friche de la Belle de Mai, dont Fabrice Lectret était un des premiers directeurs ou administrateurs. Donc la friche de la Belle de Mai à Marseille, qui a été une espèce de laboratoire de cette institutionnalisation des friches culturelles et qui a essaimé partout en France à travers de nombreux projets. Et pareil, ici on a vu des acteurs des squats, du monde des squats ou des friches faire des voyages à Marseille, se renseigner sur le travail des uns des autres pour essayer de reproduire ce modèle qui n'en était pas un, mais qui a quand même contribué à faire en sorte que de nombreux lieux dits alternatifs, en tout cas très en marge des politiques culturelles et des financements culturels, se rapprochent progressivement de l'institution pour devenir, pour certains maintenant, de véritables institutions et de véritables établissements culturels comme des théâtres ou comme des salles de spectacle, et d'autres qui restent un peu plus dans un entre-deux, entre la spontanéité et l'institution, avec une variété d'actions. Dans ces espaces, il y a toujours du graffiti, des espaces de création, des espaces aussi soit extérieurs avec des murs libres, soit des ateliers, c'est aussi des espaces de création pour les artistes, des espaces fermés, et puis des espaces d'exposition et de diffusion, et ça reste des scènes importantes de la diffusion de l'art urbain. Un pas un peu plus avant dans l'institutionnalisation des lieux du graffiti et de l'art urbain dans les villes, c'est l'apparition de l'urbanisme transitoire et de l'urbanisme temporaire. Alors la différence entre les deux est toujours un peu subtile. L'urbanisme temporaire, je crois, si j'ai bien lu les travaux de Benjamin Pradel, qui est un géographe qui a travaillé là-dessus, l'urbanisme temporaire, c'est le fait d'occuper un lieu temporairement pour une activité qui n'est pas son activité dédiée, et ensuite de s'en aller, et le lieu retrouve sa fonction. Exemple, les berges de Seine à Paris, qui, le temps de 2 mois, deviennent, dans les années 2000, Paris-Plage, et une fois que la plage est enlevée, la circulation revient. L'urbanisme temporaire. Bon, pas de graffiti ici, mais vous avez compris le principe. L'urbanisme transitoire, c'est le fait qu'un lieu perd sa fonction, qu'il ait une fonction intermédiaire, transitoire, une occupation par d'autres, avant de devenir un nouveau projet. Et donc là, on est dans la transition d'une fonction à l'autre, et dans cet espace, ce moment, cet espace de transition, viennent des activités nouvelles, souvent des activités associatives, socioculturelles, liées à l'économie sociale et solidaire, liées à l'art, à l'animation socioculturelle, etc. Tout un tas de choses très belles, qui ne durent qu'un temps, et qui parfois réussissent à s'immiscer dans le nouveau projet qui arrive et à impacter, à contribuer à définir ce nouveau projet. Et donc là, la phase de transition est une phase d'incubation où les acteurs culturels peuvent contribuer à redéfinir le projet derrière. Soit c'est transitoire vraiment et on reste et on s'en va et après on va trouver un autre lieu. Et à ce moment-là, on a été utile le temps de cette occupation transitoire et puis on n'y est plus lorsque le nouvel immeuble est construit. Riche de la revalorisation opérée le temps de la transition, mais on en parlera. Ces modes d'occupation temporaire des lieux, elles ont une dizaine d'années, et certaines ont été complètement dédiées à l'art urbain. On pense évidemment à la Tour 13, qui était donc une forme d'urbanisme transitoire largement médiatisée, entièrement dédiée à l'art urbain, où un bâtiment d'habitat social est vidé de ses habitants, des artistes viennent l'occuper pendant quelques mois, et puis la tour est détruite, et puis un nouveau bâtiment est construit à la place. Il y a eu peut-être quelques exemples marquants comme ça, avec au tableau à Marseille, je crois, dans une école maternelle, le fort d'Aubervilliers
à Aubervilliers aussi, hein, au début des années 2000, en 2013, 2014, 2015, et puis aujourd'hui des projets comme ça, il y en a partout en France, il y en a beaucoup, il y en a à l'international aussi, et c'est un mode privilégié de diffusion de l'art urbain. C'est aussi des espaces de festival, hein, ça peut être un support de festival, mais pas que. Avec ici une circulation de ces modèles, et je reviens toujours à ces lieux et à leur circulation, ici une circulation de ces modèles d'occupation des lieux qui est moins opérée par les artistes ou par les institutions que par des opérateurs d'urbanisme transitoire. C'est comme ça que les appelle Elsa Vivant et ses collègues Manon Dumont, Justine Pinard, qui ont écrit vraiment des articles super intéressants sur ces opérateurs transitoires qui organisent pour le compte des collectivités ou des bailleurs l'occupation temporaire et qui sont le lien en fait entre l'institution publique et les occupants temporaires, et qui aussi d'un point de vue juridique et d'assurance endossent le risque qui était avant porté par les municipalités dans le cadre des friches par exemple. Et donc ils ont de nouvelles responsabilités, un métier d'organisateur, et là dans ces opérateurs d'urbanisme transitoire on peut trouver aussi des opérateurs d'art urbain, hein. C'est là où il y a des porosités entre les métiers, et eux circulent d'un lieu à l'autre, et les municipalités font appel à eux pour occuper temporairement l'ancienne caserne de centre-ville, ou l'ancien hôpital qu'on a fermé, ou l'ancienne école qu'on a fermé. Bref, toute la dévitalisation du secteur public profite. C'est un autre sujet. Et puis il y a une autre dynamique qui est la dynamique des tiers-lieux. Alors c'est un domaine un peu plus flou, ou en tout cas un terme très à la mode, un peu fourre-tout. Les travaux d'Antoine Buret sur le sujet sont vraiment très intéressants. Ça recouvre en fait le tiers-lieu, un nombre d'initiatives assez variées qui peuvent s'inscrire dans des espaces assez différents. On peut parler des fois de tiers-lieu pour de l'urbanisme transitoire, on peut parler de tiers-lieu pour ce qui ressemblerait plus à une friche. Donc c'est un espace tiers qui n'est ni l'espace vraiment de la rue, l'espace public, qui n'est ni vraiment l'espace institutionnel de l'équipement. C'est un espace où il n'y a pas que des acteurs publics, pas que des acteurs privés, où il y a souvent une forte pluridisciplinarité, mais le concept de tiers-lieu recouvre des réalités très différentes, avec des tiers-lieux qui sont vraiment le fruit d'initiatives très autonomes, indépendantes, avec des projets politiques assez liés à ces termes-là, et puis d'autres qui peuvent être beaucoup plus commerciales, avec des incubations de start-up, avec des logiques finalement plus économiques qui vont guider le travail des tiers-lieux. Donc tiers-lieu, ça désigne quelque chose et ça désigne rien à la fois, mais je voulais quand même le mentionner aussi parce que ça fait partie des espaces dans lesquels on peut trouver de l'art urbain. Enfin, de manière encore plus peut-être institutionnelle et durable, l'art urbain peut être convoqué au cœur d'un projet d'aménagement. On pourra parler projet d'aménagement de murs anti-bruit le long des voies rapides. Et là, les artistes peuvent être associés directement en amont ou à côté d'un projet urbain pour s'inscrire ici plus durablement dans la ville, en travaillant avec le BTP, en travaillant avec les urbanistes, et c'est aussi là qu'on trouve sa place pour participer à la construction de la ville. Alors ces lieux, vous le voyez, ils s'inscrivent déjà dans des temporalités différentes. J'ai essayé de les présenter comme type de lieu, mais c'est aussi une histoire de l'urbanisme qui se dresse à travers ça. Ils nous intéressent tous car ils sont tous des supports de la création, et tous potentiellement peuvent être aussi le support de festivals, même si là on verrait que la question des festivals, elle va quand même être un peu plus marginale. Ils sont très différents cependant, et ces différences dépendent de plusieurs curseurs. C'est des lieux qui sont plus ou moins temporaires, plus ou moins durables dans le temps. Ce sont des lieux qui sont plus ou moins officieux ou officiels, dans lesquels les activités sont plus ou moins éloignées des institutions. Ce sont des lieux plus ou moins pluridisciplinaires, où l'art urbain doit composer avec d'autres formes de création, d'autres artistes, d'autres métiers, ou encore parfois être juste dans l'entre-soi de l'art urbain. Ce sont aussi des lieux qui sont plus ou moins ouverts aux habitants et au public. Il y a toujours l'idée que le public peut venir, qu'il y a une expérience d'exploration à faire dans ces lieux, mais l'ouverture est plus ou moins grande dans le temps, est plus ou moins facile, et plus ou moins communiquée. Et puis, ce sont des lieux qui permettent une prise en compte plus ou moins franche, plus ou moins nette des artistes dans les projets urbains qui les entourent. Et ça, le lien avec l'histoire longue du lieu et le projet urbain qui va l'accompagner diffère d'un rapport de force à l'autre, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Ces lieux emportent avec eux des contraintes liées à l'espace, je l'ai dit tout à l'heure, aux configurations matérielles, spatiales, qui vont configurer, qui vont influencer les possibilités de création. Est-ce qu'on a l'électricité ou pas? Est-ce qu'on a l'eau ou pas? Est-ce qu'on a plein de choses, on en reparlera. Des contraintes temporelles, le temps
de l'existence du lieu, le temps du projet urbain, le temps de la création, le temps du projet politique. Et là, il y a tout un tas de temporalités qui viennent aussi se superposer dans ces lieux. Et puis, la question du rôle que peuvent avoir les artistes dans la fabrique de la ville à travers l'occupation de ces lieux. Alors, leur rôle, il est assigné implicitement, explicitement, par eux-mêmes, par les gens avec qui ils travaillent. Il y a aussi le rôle qu'on va attribuer aux opérateurs d'art urbain qui sont ici. Que doivent-ils faire? À quoi servent-ils? Ils sont invités à différentes étapes du projet urbain. Parfois, ils s'invitent eux-mêmes. Il y a plein de manières, en fait, d'avoir un rôle dans la fabrique de la ville à travers l'occupation de ces lieux. Moi, je retiens que, de toute façon, on se trouve dans ces lieux dans des formes de rapports de force entre soi, face à l'opérateur, face à l'institution, face aux politiques, et qu'à chaque fois, il faut jouer entre être un artiste, un créateur, mais aussi être un médiateur de proximité, parfois être un animateur socioculturel, parfois être un opérateur de démocratie participative et faire participer les habitants à la réflexion autour du lieu. Il faut être parfois un agent d'accueil dans ces lieux, il faut être parfois un urbaniste qui va réaliser un diagnostic avec les outils de l'artiste. Voilà, il y a plein de rôles. Il faut être parfois un peu politique aussi, je crois, mais là, les gens autour de la table en parleront mieux que moi. Donc, il y a en fait tout un tas de rôles qu'on peut endosser dans ces lieux. Et la question qu'on va se poser, c'est la question que m'a posée Jean Faucheur hier dans le TER, c'est quelles armes ont les artistes pour être dans une relation équilibrée face aux acteurs qui les entourent dans ces lieux-là. Finalement, qu'est-ce que ce type de projet permet aux artistes ou ne leur permet pas? C'est un peu les questions qu'on va essayer de se poser. Donc on pourra insister sur le rôle des opérateurs intermédiaires, des associations, des administrateurs d'une friche, administrateurs d'une collectivité, mais aussi des urbanistes, des élus, qui articulent autour du travail des artistes celui d'autres professionnels, de la médiation, du diagnostic territorial, des urbanistes, tout ça pour accompagner la création dans des cadres un peu originaux, qui ne sont pas les cadres habituels de la politique culturelle, mais qui néanmoins permettent à l'artiste de créer dans la ville et de créer la ville par ses créations. Je m'arrête là pour cette introduction, et puis je vous propose de laisser la parole d'abord à Jean Faucheur, qui va nous parler de son expérience à travers le mur. Donc le mur, c'est peut-être dans la typologie que j'ai faite, c'est peut-être la première, le recoin de la ville, à laquelle on laisse place à la création. Ensuite, on parlera avec Julien et avec Sébastien. Merci Julie. C'est bien, j'ai appris des tas de choses encore. Alors, le problème que je peux avoir, j'ai à peu près combien de temps? Une quinzaine de minutes, mais je te ferai des signes. Je ferai des signes, non, c'est juste pour que je puisse organiser ma prise de parole. La difficulté que je peux avoir par moment dans ma relation, je dirais, au monde, c'est d'être et un artiste et aussi un prescripteur, un président de fédération, un co-créateur d'associations comme celle du Mur par exemple. Et en fait, du coup, je suis revenu à quelques définitions et il y a deux citations qui moi me hantent régulièrement. Il y en a une qui est d'Alberto Giacometti et qui disait « Je vois ce que je fais en travaillant ». Et je trouve que ça pose vraiment la problématique de l'artiste. C'est en fait, qu'est-ce qui est à la manœuvre? C'est une force qui dépasse la volonté de l'artiste, un au-delà mystérieux, une révélation. Voilà, ça c'est le point de départ de la création artistique. Et ensuite une deuxième d'André Gide que j'aime beaucoup et que j'ai complétée parce que j'ai essayé de vérifier la vision que j'avais de cette phrase et en fait il manquait un terme. C'est l'art n'est de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté. C'est André Gide donc qui a dit ça. Et je trouve ça intéressant parce qu'elle donne cette phrase-là aussi, je veux dire, une illustration des forces en jeu auxquelles les artistes, et particulièrement les artistes urbains, sont confrontés dans leur rapport au monde. On est vraiment dans la lutte. On se bat contre les murs, on se bat contre les flics, on se bat contre la puissance publique. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confrontation qui est assez présent là-dedans. Alors, donc en parlant du mur, si vous voulez, je vais vous faire non pas un petit historique, mais je vais un petit peu vous mettre les choses en perspective. Alors, comment un espace dédié à la publicité, qui sont les 3 mètres par 4, qui sont je dirais mon support
favori, donc vous pouvez voir d'ailleurs la photo sur la gauche, qui a été réalisée en 83. Donc je squattais de manière tout à fait illégale, bien sûr, avec des peintures que je faisais en atelier. Donc comment un espace dédié à la publicité, un espace d'ailleurs dont on peut remarquer que les 3 mètres par 4 sont nés en 1943, parce que les publicités à l'époque étaient tellement envahissantes que Vichy avait décidé de limiter les surfaces des publicités pour éviter son envahissement. Donc comment un espace dédié à la publicité, parce qu'il est détourné de sa fonction par des artistes, se charge littéralement d'une dimension nouvelle après la destruction programmée de l'œuvre et les rituels mis en œuvre pour l'accompagner. Comment cette hétérotopie, alors qu'est-ce qu'une hétérotopie? Donc, je rappelle qu'en 1964, Foucault la définissait comme une localisation physique de l'utopie qui héberge l'imaginaire, comme le sont par exemple les cimetières, les théâtres et les cabanes d'enfants. Je pense que c'est intéressant de citer ces 3 choses-là par rapport à l'art urbain. Comment donc ces hétérotopies devient un projet culturel municipal, je le mets entre guillemets, ce que l'on nomme aujourd'hui des murs à programmation, qui s'inscrit dans une politique culturelle, sortant ainsi du champ de l'art pour rentrer dans celui des enjeux politiques, de la manœuvre et des stratégies. Comment un projet comme le mur Oberkampf pourrait conserver cette dimension d'utopie réalisée dans un monde où les maîtres mots sont politique culturelle, enjeux, urbanisme culturel, stratégie, etc. etc. Tout ça, c'est pour poser un petit peu la question, souvent pour les artistes, de se dire où est-ce que je peux aller trop loin? Est-ce que je rentre dans un projet ou est-ce que je m'en extrais, si je veux garder ma pureté, entre guillemets. Donc les affiches publicitaires en 84, ça a été un petit peu mon terrain de jeu. Ça a été aussi ma première rencontre avec des collectifs d'artistes, donc un qui était les frères Ripoulin. Donc vous voyez quelques exemplaires sur la photo de droite avec Keith Haring et François Boiron, qui est un des membres de la Figuration Libre. Donc ça a été un petit peu mes premières, je dirais, rencontres avec l'alternatif, avec l'illégalité, et c'est ensuite, si vous voulez, là je vais faire très vite de manière à ne pas vous faire un historique trop précis, mais c'est juste pour vous donner un petit peu quelques notions, et ensuite des rencontres, je parlerai de celle en 90-92 avec Alain Cadillac au couvent des Récollets, qui a été un squat assez fameux à Paris, puisque en fait il a invité, et c'est ça qui était assez intéressant dans ce squat, des artistes à venir peindre sur les murs, en disant que comme les murs étaient peints, si on voulait détruire le squat, il fallait aussi détruire des peintures. Or, dans le droit français, détruire des œuvres d'art est compliqué, extrêmement compliqué. Donc ça avait permis de retarder la destruction des Récollets, à tel point que d'ailleurs cet ensemble architectural a été conservé, et que même des œuvres qui avaient été faites en 84 sont restées conservées sur une partie des murs au couvent des Récollets. Donc ça a été un petit peu mon premier rapport au squat. Je dois dire que venant d'une éducation versaillaise, toute cette dimension alternative m'était un petit peu étrangère. Je la regardais même avec un petit peu le doigt sur la bouche. C'était pas vraiment ma tasse de thé, en fait. Mais malheureusement, des fois, la vie vous amène à aller dans des lieux ou dans des espaces un petit peu non désirés. Et à la fin des années 90, je me suis retrouvé dans un squat qui s'appelait Arrête-toi. Alors, Arrête-toi, c'est avec un T parce que c'était une ancienne école de couvreurs. Donc voilà, qui avait été squattée, et je me suis retrouvé dans cet endroit-là qu'il fallait conserver puisqu'il y avait un programme de destruction du lieu. Donc l'idée, c'était d'organiser, si vous voulez, des manifestations culturelles, voilà, qui montraient que c'était un squat non pas seulement d'habitation, mais aussi où il y avait des artistes à l'œuvre. Donc première chose, l'entrée dans un squat. Deuxième chose, la rencontre avec des artistes. À l'époque, je n'étais pas du tout connecté au milieu du graffiti. Je rencontre un artiste qui s'appelle Tom Tom, qui est sur qui est ici, qu'on voit sur la gauche, et qui faisait un travail assez remarquable de détournement d'affiches publicitaires. Là, en fait, c'est une œuvre que j'avais collée, qui datait de 84 ou 86, je crois, et qu'on a découpé tous les deux ensemble, mais la plupart du temps, il restait comme ça, sur cette place, au coin de la rue Oberkampf et de la rue Saint-Maur, et découpait méticuleusement avec des cutters
la publicité. Donc ça a été une rencontre avec cet artiste qui m'a fait rencontrer un petit peu tout le milieu, je dirais, pas tout le milieu parce que c'est pléthorique, mais quelques-uns de quelques graffeurs, jeunes graffeurs qui avaient entre 20 et 25 ans. Donc on était vraiment au tout début de sorte de nouvelle génération qu'on a appelée celle du post-graffiti. Donc voilà, il y avait tout d'un coup des artistes, un lieu arrêtois et un désir d'organiser des moments culturels dans ce squat. Et c'est là où j'ai eu la chance de retrouver une série d'une centaine d'affiches de 3 mètres par 7 que j'avais réalisées au début des années 90 et que j'ai commencé à coller pour montrer à ces jeunes artistes qui étaient dans une problématique compliquée avec la puissance publique, puisqu'à l'époque, il y avait ce qu'on a appelé le fameux procès de Versailles. Le procès de Versailles, c'est l'arrestation de 80 graffeurs, taggeurs parisiens, là, pour la plupart, et qui avaient été poursuivis lors d'un fameux procès de Versailles qui a duré 8 ans et qui s'est terminé par un non-lieu général, d'ailleurs, ce qui a fait beaucoup marrer pas mal de gens. Voilà, donc des artistes qui ne pouvaient plus rien faire dans la rue sans risquer de se retrouver en prison tout de suite, un système de collage d'affiches sur les panneaux publicitaires qui leur permettait, d'une certaine manière, puisque c'était une dégradation légère et d'un espace privé, et bien en fait de pouvoir y mettre leur marque sans qu'ils aient des problèmes avec la police. Donc voilà, il y a eu tout un mouvement comme ça. Donc j'ai proposé à ce moment-là un cycle d'exposition que j'avais appelé Implosion-Explosion, dont vous aviez vu tout à l'heure l'invitation en jaune. Voilà, donc le principe était, si vous voulez, dans l'espace que vous voyez sur la photo de droite d'exposition, on exposait 3 grandes œuvres de 3 mètres par 8. Là, vous avez l'Atlas, Hermès, qui est un tagger, vous avez aussi Alex One, enfin bon voilà, Zeus, des tas d'artistes se sont suivis là-dessus. Et le principe, c'est qu'on montrait ça de manière très classique, avec vernissage, petit four, enfin je rigole, hein, parce que le petit four n'était pas trop présent. Par contre, les bières l'étaient. Sans chauffage, bien sûr, avec de l'électricité, avec les groupes électrogènes, enfin bon, c'était quand même vraiment à la main. Et donc cette expo était ouverte au public, et ensuite régulièrement, on allait les coller sur les panneaux d'affichage de la rue Oberkampf, sur les doubles panneaux. Donc en fait, il y avait une double exposition en intérieur, et je trouvais intéressant de voir ces œuvres à l'œuvre dans un espace fermé, c'est-à-dire, et aussi parce que, d'une certaine manière, exposer une œuvre, c'est aussi lui montrer son caractère un peu sacré, c'est-à-dire où on peut se mettre devant l'œuvre et l'admirer, tout ça, dégager du contexte, et ensuite de la mettre dans la rue, ça lui donne une énergie différente. Donc là, vous voyez sur la gauche, la photo de gauche, donc des doubles panneaux qui ont été réalisés, en bas à droite, Sich, comme ça. Et ensuite, en 2002, vu le succès qu'avait cette opération, moi vous avez vu d'ailleurs un peu plus en avant dans les photos, une photo de mon atelier. Et mon atelier, en fait, était envahi régulièrement par des artistes urbains, des graffeurs, des taggeurs, pour réaliser des séries d'affiches de 3 mètres par 4, qui ont été collées par un collectif qu'on a appelé le collectif Une Nuit, et dont le principe était de coller sauvagement des œuvres de 3 mètres par 4 sur des panneaux publicitaires de la ville de Paris. Il y a eu, voilà, là vous avez des exemples. Là à droite, vous avez un artiste qui s'appelle Gilles Benzmana, qui lui n'a pas trop suivi tout ça, mais qui par contre a collé, c'est d'ailleurs le seul qui s'est fait arrêter, parce qu'il a recouvert des panneaux comme ça. Mais sinon, vous avez sur la gauche l'Atlas et Tom Tom, par exemple, voilà, des peintures comme ça, qui étaient collées en une seule fois, et de manière tout à fait illégale, bien sûr. Donc ça, en 2002, 2003 et 2005, on a fait des sessions, et en 2005, on avait à peu près, je crois, 130 ou 140 œuvres qui ont été collées en une seule nuit, à travers, surtout à Paris, mais aussi à Bordeaux et dans d'autres villes de France. Alors en 2002, il s'est posé un vrai problème, enfin, c'est pas que ça s'est posé un problème, mais disons qu'est venu un petit peu la problématique de est-ce qu'on peut proposer un projet pérenne qui fonctionnerait sur ce mode, je dirais, transitoire, 5 minutes, transitoire, et du coup, voilà, proposer des collages qui se renouvellent régulièrement,
tous les 15 jours. Voilà. Donc, aidé par un adjoint au PLU de la mairie du 11e, qui m'a dit, mais on peut peut-être monter ce projet-là. Moi, je vais t'aider là-dessus, parce que c'est vrai que Paris est une ville compliquée. Il y a des administrations dans tous les sens, il y a des commissions d'art dans la rue, il y a l'urbanisme, à qui appartient le mur. Enfin, c'est vraiment d'une complexité folle. Et j'avoue que moi, tout seul, je m'en serais pas sorti. Et du coup, Stéphane Martinet a dit, bon, on va monter ce projet. J'ai réalisé ce projet qu'on peut voir, et qui donc, voilà, a pris à peu près 3 ans et demi quand même avant d'être accepté. L'association Le Mur a été créée en 2003 et le projet est arrivé sur les fonds baptismaux en janvier 2007. Donc ça a mis quand même 3 ans et demi à rencontrer des structures de la ville, à essayer de rentrer dans des comités de quartier, enfin bon, faire vraiment un travail de soutien auquel j'étais pas trop habitué, puisque ça a été ma première association de création d'association, et j'avoue que des fois rétrospectivement. Donc voilà, donc le principe était en fait de faire une exposition en extérieur d'un artiste. Alors si on pouvait juste revenir à la photo précédente. Donc en fait, première chose qui peut-être en étonnera plus d'un aujourd'hui, c'est que la réalisation des œuvres se faisait sur papier. Alors pourquoi elle se faisait sur papier? Parce que beaucoup des intervenants qu'on a fait venir sur le mur n'étaient pas du tout en odeur de sainteté avec la ville et avec la police. Donc c'était très compliqué de faire des œuvres en direct comme on le fait aujourd'hui. C'est ça aussi qui a beaucoup changé, c'est le process de réalisation. Donc l'idée c'était vraiment, on réalise les œuvres dans un atelier, comme le fait ici Gérard Zloty-Camien, qui est un peu notre patriarche dans l'art urbain, et on les collait lors d'un vernissage, alors toujours la même chose avec vin chaud et petits fours, parce que c'était important aussi de marquer un moment, et ce qui permettait aux artistes d'être assez loin de l'œuvre en train d'être collée, de manière à ce que voilà, ils n'aient pas de problème avec la police. Jusqu'à les années 2010, là on peut passer à la prochaine. Voilà, donc ça, on a vu aussi par exemple dans la précédente, à quel point les œuvres déjà à l'époque pouvaient être, je dirais, littéralement recouvertes par la publicité. Voilà. Il nous a fallu un certain temps pour que ce projet, je dirais, soit reconnu. Alors on peut passer à la suivante. Donc on y a fait intervenir des artistes un petit peu de tous horizons. Là vous avez Zeus qui faisait une performance journalière pendant 15 jours où il se sentant en prison dans ce rectangle, et bien chaque jour il mettait une barre verticale marquant son premier jour de prison. Là on en est au jour 0. Là on a un artiste qui s'appelle Gilles Benzmana au moment d'élection qui entre Sarkozy je crois, enfin bon, c'est ça en 2007 ou 2008, a transformé en fait toutes les affiches toutes les affiches officielles en y mettant son visage. Voilà. Alors ce qui a été très intéressant avec cette œuvre-là, c'est qu'à la fin, cette œuvre-là a été recouverte par une street publicité. L'artiste a attaqué la compagnie de street publicité en disant écoutez, c'est de la destruction d'œuvres d'art, et il a même récupéré 5 000 € à l'époque, ce qui était quand même une somme, pour destruction d'œuvres d'art qu'il a d'ailleurs partagé avec l'association Le Mur. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc il y a eu des tas d'interventions. Des choses intéressantes aussi, c'est cette œuvre de Villeglier à droite, qui a été volée par une nuit, c'est-à-dire une œuvre dont il a fallu faire l'estimation auprès de la police et qui était estimée à 300 000 €. Donc c'était intéressant de se faire voler une œuvre. Et à gauche, vous avez, juste avant que le mur se fasse rénover, parce que pendant 2 ans, on voyait l'entourage, c'était un verre dégueulasse, il n'y avait rien vraiment de formidable. Et au bout de 2 ans, la mairie a décidé de renouveler le mobilier urbain. Et j'aurais préféré un mur blanc plutôt que cette affiche de merde, a été la dernière affiche du mur de merde. Donc, c'est la suivante. Et là, donc, on a eu droit à une très belle restauration. Là, notée sur la gauche, Martha Cooper, qui est un petit peu la photographe du graffiti new-yorkais, qui nous avait autorisé à reproduire une de ses affiches comme ça. Et donc, le mobilier urbain a été restauré. Et ensuite, on peut passer à la suivante. Voilà, et là nous avons fait intervenir toute une série d'artistes dont le premier a été Pierre Huyghe, qui est un petit peu
le pape de l'art conceptuel et qui est aussi un des membres du groupe Ex-Ripoulin. Voilà, c'était une œuvre qui fonctionne dans l'espace public. On a eu aussi des œuvres intéressantes et qui pouvaient aussi être problématiques, mais qui ne l'ont pas été pour finir, comme quoi le regard des publics peut vraiment être intéressant à ce niveau-là. C'est-à-dire et là, en fait, c'est une origine du monde faite avec des pixels de nourriture. Chocolat, fromage, pain, etc. Donc c'était très intéressant. On voit d'ailleurs des petits gamins sur la droite là, qui se rapprochent et qui commençaient à piquer du chocolat blanc, des trucs comme ça. Donc voilà, suivant. Merci. Et là, on est voilà où on en est aujourd'hui, je dirais. Ça, c'est une des dernières œuvres. Depuis 2007, il s'est suivi près de 320 ou 330 artistes sur ce panneau. Donc c'est vraiment une œuvre collective qui était d'ailleurs pour la promotion, en fait l'idée, l'objet de l'association Le Mur, c'était la promotion de l'art contemporain et plus spécifiquement de l'art urbain. Donc voilà, c'était un petit peu notre rôle. À noter aussi que les artistes ont été payés du début jusqu'à la fin de nos interventions par une subvention qui est donnée par la ville de Paris, qui nous permettait au tout début de payer 500 € les artistes et aujourd'hui de payer 1000 €, même s'il a fallu trouver des mécènes pour arriver à cette somme-là. Et ça me paraissait très important, et surtout au tout début, en fait, et c'était un petit peu ironique, de dire, bah oui, en fait, vous faites payer des amendes aux graffeurs quand ils font des choses dans la rue, et là, vous les payez pour... Donc je trouvais que le renversement était intéressant. Voilà un petit peu pour l'historique de ce projet. Ensuite, il a été suivi par d'autres petits frères et petites sœurs un peu partout en France. Je crois qu'il y en a 35 ou 40, je ne connais pas le chiffre exact, à Romanche, le suivant, Chat Noir, ben voilà. Donc là, je crois qu'on arrive à la fin de ce projet-là. Donc voilà, aujourd'hui, ce projet... J'ai encore une seconde. Stop. Voilà, c'est juste pour vous... En fait, ce genre de projet-là, comment à un moment donné, il devient une institution aussi, parce qu'il est devenu aujourd'hui, que ce soit auprès des artistes, les artistes veulent faire ce mur-là, on pourrait avoir une programmation sur 3 ou 4 ans sans aucun problème. Le mur, pour nous, c'est modulable, urbain et réactif. Et voilà, c'est modulable parce que, ben voilà, on peut sortir du cadre, on peut faire ce que l'on veut. Urbain parce qu'on est vraiment dans l'urbain, comme tu le soulignais tout à l'heure. Et puis réactif parce qu'on voulait aussi pouvoir s'offrir les opportunités d'inviter des artistes de passage. Parce que c'est un milieu qui voyage beaucoup. Et du coup, d'avoir des artistes comme on a eu d'Australie, d'Argentine, des Russes, enfin, on a eu des gens un peu de tous les horizons. Mais voilà, sur un projet comme ça, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'à un moment donné, moi je me pose souvent la question, est-ce qu'il ne doit pas mourir de sa belle mort aujourd'hui? Voilà, ça c'est des questions que je pose. Merci beaucoup Jean. Une belle première illustration et en même temps une plongée dans l'histoire de l'occupation temporaire des lieux, de l'officieux à l'officiel. Je te donne la parole Sébastien. Donc Sébastien Lys va nous présenter une variété d'occupations des lieux par l'art urbain, des lieux plus ou moins pluridisciplinaires dans différentes villes, un peu pour illustrer, pour incarner le début de typologie que j'ai esquissé tout à l'heure. Puis amorcer aussi un début de réflexion sur les mouvements ou les logiques politiques qui peuvent sous-tendre ces modes d'occupation par l'art, de la ville par l'art. Pardon, c'est à toi. Merci Julie. Tout d'abord, ce qui est intéressant aussi je pense en introduction de dire, c'est quelles sont les motivations pour créer ce type de lieu. Donc là on peut voir, il y a le 6B à Saint-Denis ou encore le projet des Minéraleries des Sceaux-Orléans. Ces deux types de projets, ils sont là pour tout d'abord occuper un quartier qui est en mutation. Donc, par exemple, le 6B, c'est un ancien bâtiment HLM, je crois, avec des habitations qui a été transformé en atelier d'artistes avec beaucoup d'activités autour de la culture, mais pas que, de la musique. Donc, c'est dans le quartier de la gare Saint-Denis à Saint-Denis. Et il a été mis en place par le promoteur immobilier, justement pour occuper l'espace pendant la transition et la construction des nouveaux bâtiments. Pourquoi je parle de celui-là en premier? Parce qu'il est intéressant de voir que, en prenant l'exemple du Label Valette Festival et de ce lieu-là,
Il y a beaucoup de motivations qui sont différentes. C'est une motivation pour éviter justement l'occupation par des personnes qui seraient indésirables aux yeux des promoteurs immobiliers, par exemple, comme le squat, etc. Mais il y a aussi des motivations qui sont liées, comme pour le projet La Belle Valette qu'on porte avec Urban Art Paris, d'amener un nouveau dynamisme dans des territoires qui peuvent être dépourvus d'actions culturelles et aussi dans un souci de conserver un patrimoine local qui peut être en danger, parce que dans nos territoires ruraux, il y a quand même beaucoup de bâtiments qui ne sont pas protégés parce que voilà, ils n'ont pas une notoriété ou un rayonnement régional ou national, et qui peuvent tomber à l'abandon, voire même disparaître, parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper, parce que les propriétaires n'ont tout simplement pas les moyens de les entretenir. Et par rapport à tout ça, l'occupation de ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire ou culturel, pour nous en tout cas, c'est occuper ce lieu et amener aussi de la création, amener une offre culturelle auprès des habitants de ces territoires, comme on peut avoir en Seine-Saint-Denis. J'ai perdu mon fil du coup. Et voilà, l'idée c'est de réfléchir à comment changer ou contribuer à changer la fonction d'un lieu. Ça, c'est l'urbanisme transitoire, avec de nombreux exemples. Donc là, on voit la vinaigrerie d'Esso à Orléans, qui est un projet qui a été reporté par la mairie, mais on voit aussi les ambitions, c'est-à-dire d'une friche, la transformer en un espace de rayonnement artistique. Là, on voit la carrière donc, à Villars-Fontaine, qui a été créée en 2017, qui a été à l'initiative du maire, qui a été fraîchement élu en 2008. Où ce lieu était en fait une décharge à ciel ouvert. Tout le monde venait foutre ses déchets là-bas, des déchets ménagers et d'autres choses comme des déchets toxiques. Et le maire de cette commune voyait dans ce site en fait une opportunité de redonner un petit peu de splendeur à ses carrières. Et ce projet est une belle réussite. Je vous invite à aller le voir parce qu'il y a vraiment une belle énergie avec des concerts en plein air, avec des réalisations de fresques monumentales. Depuis 2017, le site il a accueilli plus de 25 000 visiteurs cumulés. Donc, pour faire une petite comparaison, nombreux sont les musées communaux ou départementaux qui n'accueillent pas autant de visiteurs sur une année ou depuis plusieurs années. Et ce type d'urbanisme transitoire, c'est aussi une manière, je pense, de déconstruire la vision qu'on a de la culture, de la rendre un peu plus accessible au public, et aussi de trouver un nouveau lieu pour que les artistes puissent s'exprimer d'une autre manière, d'une manière un petit peu peut-être plus libre, avec moins de contraintes, quand c'est par exemple une institution qui pilote un lieu. Et enfin le label Valette Festival, donc, je pense que tout le monde connaît ici depuis quelques années, où là on revient sur cette motivation qui est de protéger un site d'une autre manière. Alors on a au début, comme je pense dans bon nombre de lieux, il y a eu des questionnements, il y a eu des interrogations, il y a eu des craintes. Je pense notamment aux relations qu'on a pu avoir avec la mairie au début, qui ne comprend pas forcément comment on peut changer du tout l'usage d'un lieu comme celui-ci. Et je pense que dans l'urbanisme transitoire, dans l'urbanisme temporaire, il y a aussi cette notion de réinventer l'usage du lieu, de lui donner une nouvelle manière d'être utilisé. Et le patrimoine est un challenge intéressant parce qu'en fait, on est sur quelque chose d'un petit peu sacré. Le château, c'est quelque chose qui est dans l'espace public, comme est la chapelle, comme est une église par exemple, où on ne doit pas toucher à ces monuments parce que là, il y a une histoire derrière, ils ont eu une utilité, ça a été des lieux de rencontre. Sauf que maintenant, en fait, la société évolue, l'usage aussi de ces lieux-là évolue, et il n'y a plus trop de choix pour pouvoir conserver ces lieux-là. C'est-à-dire que, par exemple, les églises, maintenant, dans les territoires ruraux, soit il y a un soutien de la Fondation du patrimoine avec des élus qui prennent à bras-le-corps ces problèmes-là pour protéger ce patrimoine, soit elles sont tout simplement détruites. Et la troisième voie que nous, on veut proposer, en fait, à ces personnes-là, c'est d'en faire un lieu culturel. C'est un petit peu un
paradoxe de dire ça, mais amener une nouvelle manière, une nouvelle activité dans ce lieu-là, c'est le protéger et c'est aussi penser aux générations futures. Je pense que l'exemple de la Belle Valette, en tout cas pour nous qui l'avons vécu et qui en sommes les acteurs, c'est-à-dire et les organisateurs et les artistes qui amènent cette identité au site, ainsi que les habitants ou les personnes du territoire qui viennent nous voir, c'est montrer que c'est possible, que l'urbanisme transitoire peut passer par des ruptures, on va dire, idéologiques sur certains aspects. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est nos convictions. Et surtout montrer que voilà, l'art, la culture amène ou peut contribuer à pallier les échecs d'autres initiatives. Donc sur ce site-là, c'était un EHPAD à la base hein, qui devait être construit. Et maintenant, on parle de résidence de vacances. Mais si on n'avait pas été là, je pense que le site serait tout simplement à la merci du vandalisme, pas comme on le connaît au niveau artistique, mais de la destruction de biens. Et au final, maintenant, on voit que c'est un site où les gens prennent plaisir à venir, découvrir de nouvelles œuvres tous les ans, où il y a une nouvelle histoire qui s'écrit, et on espère qu'elle s'écrira encore longtemps après. C'est aussi ça le crève-cœur, en tout cas dans l'urbanisme transitoire, c'est qu'on se prend à aimer le lieu qu'on occupe, on se prend à rêver d'une longévité assez importante, mais malheureusement, il y a toujours une date de péremption, on va dire, une date butoir qui fait qu'on va devoir quitter le lieu un jour ou l'autre. Pour ce projet-là, on espère que ça sera encore dans quelques années, mais en tout cas, on montre que que certaines choses sont possibles et qu'on peut changer le regard et l'usage des lieux. Alors, j'ai pas du tout suivi ma feuille de route par rapport à ce que je voulais dire, mais voilà, c'est deux choses intéressantes. Et du coup, on arrive aussi à deux courants de l'urbanisme, où j'estime que nous, on est entre les deux, c'est-à-dire que le projet de la Belle Valette, c'est un peu de la cité fertile, parce que la cité fertile, du coup, c'est une friche d'une ancienne gare de fret de la SNCF qui est située à Pantin, qui a été créée par Stéphane Vatinel. Donc Stéphane Vatinel, c'est une source d'inspiration, en tout cas pour moi, mais qui est fondateur de l'agence Signoco, qui gère aussi la recyclerie à Porte de Clignancourt, ainsi que le pavillon des canaux. Donc c'est une agence qui gère une friche, voilà, par rapport à l'expérience de Jean Faucheur et de ses débuts dans les squats artistiques, on en est très loin. Là, il y a une professionnalisation avec une programmation où des acteurs sont sélectionnés par l'agence pour faire vivre le lieu et faire rayonner. Donc on n'est plus trop dans l'aspect un petit peu innocent ou un petit peu candide des choses. Et d'un autre côté, il y a main-d'œuvre. Main-d'œuvre, c'est un petit peu, entre guillemets, la mère des squats artistiques de ma génération, parce que j'ai toujours connu ce lieu-là en tant qu'exemple, qui a accueilli et fait rayonner la culture urbaine, notamment dans 93, et qui est géré depuis, qui a été créé en 2001, qui est géré par Juliette Bonpoint, qui est une personne assez fabuleuse à connaître. Et que là, on est dans une initiative qui est beaucoup plus indépendante, qui est même à contre-courant, qui a eu des problèmes avec la mairie à un moment donné, qui a été expulsée, qui a été réinstallée dans ses locaux après une longue bataille judiciaire avec M. Delannoy, et qui montre là un petit peu la dépendance artistique, où il y a aussi une indépendance économique, c'est-à-dire que c'est une structure qui n'a pas besoin, entre guillemets, du soutien de la mairie de Saint-Ouen pour exister, parce qu'elle a un réseau déjà énorme, tant du point de vue artistique que du point de vue du réseau des acteurs culturels de la Seine-Saint-Denis. Et j'ai pris ces exemples parce que nous, on est un petit peu au milieu de ces deux-là. On n'est ni artistes. Nous, on a mis en place ce projet à Belle Valette parce qu'on est amoureux du territoire, déjà dans un premier temps avec Mathieu. Et on a la chance d'avoir des équipes derrière nous, Jeanne, présidente d'Urban Art Paris, ainsi que toutes les personnes qui contribuent au projet dans les bénévoles, qui nous accompagnent là-dessus. Donc, même si la mort du territoire était là en premier, on a ramené un petit peu la force de notre équipe pour structurer en tout cas ce projet, mais on n'est pas artiste. On a mis en place ça et on a laissé les artistes s'exprimer. Et d'un autre côté, on
peut être considérés comme des opérateurs, mais on ne l'est pas non plus. On n'est pas dans la recherche du bénéfice ou dans la recherche d'absolument créer de l'économie sur ce site. Donc on n'est pas Cinéoco non plus. On est un petit peu hybride, voilà, je pense par rapport à ça. Et on montre en tout cas que ça soit sur des sites très urbanisés comme ceux qu'on a vus ou des sites très ruraux comme la Carrière ou la Belle Valette, l'urbanisme transitoire contribue à sauver, je pense, l'identité de certains territoires, à amener aussi un nouveau lieu où les habitants peuvent venir échanger, découvrir, s'émerveiller et permettre à des acteurs artistes, associations ou acteurs privés qui nous soutiennent de contribuer en fait justement à structurer ce type d'initiative et peut-être aussi à commencer une nouvelle amorce de la manière dont on va pouvoir occuper dans le futur des sites comme celui-ci. Après, il y a toujours une fragilité économique qui est clairement, on va dire, le souci récurrent de ce type de structure. La Cité Fertile, elle est accompagnée par le promoteur immobilier Bouygues, elle est accompagnée par la SNCF. Il y a des énormes il y a des fonds et des énormes moyens qui sont derrière. Tandis que main-d'œuvre, et a fortiori nous, on est dans une précarité économique parce qu'on doit toujours rechercher des financements pour continuer à opérer, tout en voulant être indépendant aussi, parce que sur ces friches-là, c'est nous qui décidons de ce qu'on applique d'un point de vue de stratégie artistique et de programme culturel, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, de la Cité Fertile, où là, ils ont vraiment des comptes à rendre au-dessus d'eux, à tous ces opérateurs à qui ils ont laissé la friche. Je ne sais pas si je suis dans les temps ou pas. Okay. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation qui nous permet de voir d'autres exemples, des exemples assez contemporains, qui nous permet de voir aussi que l'urbanisme transitoire, en tout cas cette question d'occuper temporairement un lieu par l'art, c'est une question spatiale, mais c'est vraiment une question temporelle aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps? Un temps pour créer, bien sûr, pour développer son activité, pour faire des expérimentations, aussi un temps pour réfléchir, pour rencontrer différents acteurs et se poser avant de voir ce qui va se passer par la suite. Je trouve que ce que tu dis à la fin sur finalement qui, à la fin, est à la manette économique, ben c'est peut-être ça aussi le plus important pour voir à la fin ce qui va advenir du lieu et comprendre le rapport de force dans lequel se situent les artistes et les opérateurs. Alors peut-être pour compléter ce tour d'horizon des manières d'occuper temporairement des lieux, on a proposé à Julien de venir avec nous, pas pour nous parler de CISART, mais pour nous parler d'expériences antérieures à Toulouse, où tu as été administrateur d'une friche culturelle, et peut-être nous raconter ce que ça a été, quel était ton travail là-dedans, et quelle place avait aussi l'art urbain dans ce lieu. Mais en tout cas, voilà, je te laisse raconter l'histoire, et puis après on échangera avec vous, comme on l'a fait hier, et tous ensemble. Merci, Julie. Bonjour à tous et à toutes. Bah oui, l'histoire des friches. Enfin voilà, je voulais juste rebondir d'abord sur ce qu'a dit Sébastien, pardon. On va y arriver. C'est Mathieu, pardon. Oui, en fait, moi j'étais artiste, mais je ne le suis plus, et j'étais pas dans l'art urbain, j'étais dans la danse, donc danse urbaine. Mais en fait, avec Sébastien, on est plutôt créateur de conditions de création. Voilà, avec l'intention de servir la création et rien que ça, quoi, voilà. Donc on n'est pas spécialement dans des enjeux au sens politique du terme, mais on est plus dans des objectifs vraiment d'être au service de la création et l'accompagnement à la création. Et dans ce cadre-là, effectivement, je me suis retrouvé, un peu malgré moi, au début administrateur d'un lieu de création et d'accompagnement à la création autour des cultures urbaines, donc qui comprenait des studios d'enregistrement, et des ateliers plasticiens, graffiti et photo-vidéo, avec aussi de la post-prod. Voilà. Tout ça accompagné par la mairie de Toulouse au début des années 2010, qui a fait
un effort assez conséquent en investissement. Et il y a deux manières en fait d'accompagner la création en relation avec les institutions. Il y a la régie directe ou il y a la confiance. Et la confiance, ça passe par des contrats pluriannuels. Parce que moi, la régie directe, en fait, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce qu'on est soumis aux enjeux politiques. Donc, quand la mairie s'en va, eh bien, on est susceptible aussi de partir avec l'eau du bain. Alors que quand on est sous contrat de confiance, convention pluriannuelle d'occupation financière et d'objectifs, évidemment, puisqu'on doit rendre des comptes, puisqu'on est subventionné par l'institution. Donc, rendre des comptes, ça ne me dérange pas. Par contre, qu'on me dise ce que j'ai à faire, c'est un peu plus gênant. Ou de partir alors que j'ai pas fini ce que j'étais en train de faire, ça m'inquiète un peu. Donc la confiance s'est établie, la mairie de Toulouse nous a complètement fait confiance. En tout cas la mairie, au moment où j'ai pris la direction, l'administration de cette friche-là. Donc ça s'est passé impeccablement. Hein. On a commencé à monter une programmation, c'était un bel élan. Mais on a été soumis évidemment aux aléas et au jeu des élections. Et donc on s'est retrouvé avec des interlocuteurs et un accompagnement en termes de services de la part de l'institution à géométrie variable. Du coup on s'est retrouvé un peu, à un moment en tout cas, en déficit de soutien. Et du coup moi j'ai pris, comme j'étais bénévole, j'ai pris l'option de partir alors que l'outil était vraiment très performant. On avait des gens de la Funky Family qui venaient, il y avait Big Flo Oli, il y avait des gens, c'était DJ Logilo des Sages Potes de la Rue qui était aux manettes des studios, enfin il y avait vraiment du très très haut niveau. On avait le gratin du graffiti toulousain qui était là, et international et national aussi, qui passaient, des plasticiens, art visuel, art numérique, qui étaient là. Enfin, c'était vraiment fantastique. Et tout ça est tombé un peu à l'eau par un manque de volonté à un moment donné, alors que cette volonté avait été affichée et que et on n'était pas en régie directe. Donc, je ne sais pas s'il y a une solution idéale dans l'administration des friches. Moi, j'avais pensé, dans un premier temps, que la régie directe, c'était problématique. Et en fait, maintenant, je me suis un petit peu plus modéré dans mes propos. Et en fait, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand l'institution décide de ne pas suivre, ça devient problématique, surtout quand elle est investie aussi largement dès le départ dans le projet. Et là, ça fait tomber tout comme un château de cartes et ça devient très, très problématique. Donc, on a quand même senti le vent venir, d'où la création de CISART, qui n'a été créé entre guillemets qu'en 2016, et ça a été aussi un des moteurs de la création de CISART, avec un nouveau modèle évidemment économique et une nouvelle manière d'apprécier des lieux de création, notamment des friches, qu'on a investi de manière un peu différente. Même si récemment on s'est relancé dans le travail avec l'institution, mais on a entre-temps parcouru des friches comme l'aérosol sur Paris, des friches aussi dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Des friches et des lettres, mais une expo qui s'appelle Mémoire industrielle, qui est complètement dans l'esprit de Recyclart aussi, qui est là présent. C'est-à-dire de se servir de ce que l'industrie nous a laissé de pire, c'est-à-dire les déchets, etc., pour en faire des installations, des œuvres et des murs, évidemment, puisque les friches, c'est pas seulement du matériel qui est laissé à l'abandon, mais c'est aussi des surfaces monstrueusement, des mètres carrés, des centaines et des millions de mètres carrés de murs. Parce qu'ils avaient recensé plus de 30 000 friches, mais je pense qu'ils en avaient oublié un certain nombre. Donc cette exploration du milieu des friches et de ce concept de mémoire industrielle, c'est aussi une expérimentation que nous on soutient encore maintenant,
même si ça a pris enfin, ça s'est essoufflé, parce que la vie des artistes aussi, voilà, ce projet a été mené quand même de main de maître par les artistes, en autonomie, parce que nous on était juste là en support, voilà. Mais voilà, ces expériences, nous, d'abord d'administration de friches, et puis après d'aborder les friches de manière un peu plus en autonomie. On parle, alors c'est entre le squat et quand même, on va pas se mentir. Et c'était quand même aussi structuré d'une certaine façon, puisqu'il y avait quand même un objectif, enfin tout était sketché. Est-ce que, justement, excuse-moi, je me permets de t'interrompre, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire du lieu lui-même, c'est-à-dire ce lieu dont tu es administrateur? Est-ce que c'était informel au départ? Comment ça a évolué? Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui depuis que tu es parti? Alors oui, ce lieu, c'était une ancienne imprimerie dont la mairie de Toulouse a voulu faire plutôt un lieu de création. Donc c'était vraiment en co-construction avec la mairie, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt une question de personnes dans les institutions qu'une question de parti. Voilà. Donc on est tombé sur des personnes très ouvertes à l'art contemporain au sens de notre temps, quel qu'il soit, et notamment sur ces friches et ces lieux à l'abandon, cette imprimerie notamment, ils ont pris le parti, oui, d'accompagner en tout cas, et de voir ce qu'on était capable d'en faire. Donc ils nous ont vraiment fait confiance, et on a démontré qu'on était digne de confiance. Du coup, de fil en aiguille, moi je me suis retrouvé en 2010 à devoir lancer un programme d'investissement pour mettre en cohérence le lieu et le projet culturel global, qui est un projet de ville en fait. Après, la lenteur institutionnelle, qui n'est pas liée aux personnes, mais vraiment à l'institution elle-même, a fait que ça a pris un temps certain. Mais on s'est retrouvé avec un lieu quand même au bout de 4 ans, un lieu très performant, et puis des artistes vraiment très impliqués, une institution aussi très impliquée, avec cette lenteur, mais vraiment voilà, qui nous a fait perdre quand même beaucoup d'argent, notamment avec Big Flowly. Voilà. On est passé à côté d'opportunités, mais d'un autre côté, on a aussi pu faire des projets qu'on n'aurait jamais pu faire sans le soutien institutionnel, clairement. Et quand tu dis qu'à un moment, la mairie n'a plus soutenu après l'alternance, enfin après le changement de l'équipe, c'est que finalement, ça n'a plus été un espace ils n'ont plus mis d'argent. Alors, il y a un soutien juste. Alors, si, en fait, nous, on a demandé plus de moyens. Mais c'est resté lettre morte, parce qu'en fait on montait en gamme, et puis en popularité, ou popularité aussi, donc on avait de plus en plus d'activités à programmer ou d'artistes à accueillir, et donc ça nécessitait, voilà. Quand on veut une voiture plus grande, il faut payer plus cher, donc à un moment c'est du bon sens. Mais ça, là encore, cet incident, c'est pas une question de changement d'équipe municipale, c'est vraiment une question de personne. Comme quoi une personne peut vraiment mettre à mal définitivement un projet. Donc c'est devenu, moi je suis parti, c'est devenu quelque chose que personne ne souhaite, un squat, enfin même pas un squat, un point de deal, et tout ce qui va avec. Une expérience très enrichissante dans son démarrage et dans sa phase un peu haute en activité, en couleur, parce qu'il y a aussi des arts visuels, couleur musicale, couleur des murs, couleur de l'état d'esprit aussi qui était fantastique. Et voilà, ça a été un peu laminé par une personne en particulier. Mais voilà, on ne va pas pointer du doigt les... Puis moi, comme j'étais bénévole, je me sentais plus considéré dans mon travail de bénévole. Donc, à partir de là, je n'avais plus rien à faire dans ce lieu. Mais moi, je pensais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en capacité quand même d'administrer ce genre d'affaires culturelles. Bon, ça n'a pas été le cas. Alors, j'ai pas d'explication
En tant que bénévole, ça prend un temps fou. Il faut y consacrer quand même un certain nombre d'heures la nuit. Voilà. Mais c'est tellement passionnant que voilà, on pourrait s'y noyer. Merci Julien d'avoir apporté une pierre à l'édifice de ce travail-là que vous menez de manière différente dans différents lieux, qui consiste à faire vivre un lieu et à y faire venir des artistes, ou finalement vous-même, à titre personnel, vous n'intervenez pas nécessairement, mais en tout cas, vous créez le temps, l'espace et les conditions institutionnelles pour faire en sorte que la création puisse se développer dans un lieu qui peut-être disparaîtra. Tu as dit, est-ce que ce mur va mourir de sa belle mort? Est-ce qu'un jour le château disparaîtra? Que va-t-il advenir de cette friche qui n'est plus dans son activité culturelle aussi riche qu'avant? J'imagine qu'il y a des réactions dans la salle, ça fait écho à des expériences, des choses que vous connaissez. On peut ouvrir la discussion pendant une vingtaine de minutes et échanger sur ces sujets tous ensemble. Et bien sûr, j'aurai des questions si besoin. En fait, moi, ce que disait Julien m'a énormément rappelé le fondement même de Recyclart quand nous on l'a monté, qui est en fait la rencontre entre des street artistes et une ressourcerie. Ressourcerie qui dépendait en fait, qui est directement liée, qui existe encore, qui s'appelle Je Recycle Parc, mais qui à la base avait été placée dans un endroit clos parce que le premier local qui leur avait été mis à disposition avait été fermé et on leur avait donné un lieu de stockage, on va dire, des objets qui avaient été donnés par les gens en attendant de trouver autre chose. On va dire que c'était vraiment du stand-by. Et en fait, à l'initiative des membres de l'association, et suite à notre rencontre, on s'est dit on va repeindre tous les murs et on va casser les grosses briques d'accès pour que les gens puissent rentrer et puissent en fait utiliser cette boutique solidaire et que la ressourcerie ne s'arrête pas en fait. Et c'est là où en fait je trouve ça vachement intéressant. On a réussi à mettre, on va dire, quelque chose de social, incorporer, on va dire, une utilité sociale à une utilité culturelle. Parce que c'est de là aussi que s'est créé le projet Recyclart et que là on s'est dit comment on va valoriser l'action de la ressourcerie et en même temps les artistes locaux qui cherchent des lieux pour créer et des manières de promouvoir, on va dire, leur travail. Et en fait, encore aujourd'hui, cette ressourcerie, je pense que si elle existe, parce qu'au final, c'était des temps, comme tu disais, des temps de demande, d'attente administrative qui sont vraiment très longs des fois, plus que des « on ne veut pas » à la mairie. Et bon, on ne va pas mentir, les demandes ont été faites, mais comme on savait qu'elles allaient durer, on a quand même peint les murs, et on avait des autorisations de peindre des murs qui avaient déjà été peints 3 ou 4 mois avant, en fait, qui avaient même été repeints et repeints, et encore aujourd'hui qui sont fréquemment repeints, en fait. Mais c'est indirectement le street art et la création au départ qui a permis, en fait, à ce lieu de vivre, mais dans une utilité qui, pour le coup, n'est pas culturelle, mais purement sociale. Et du coup, c'est vachement intéressant, parce que je l'avais jamais vu comme ça, en fait. Mais c'est vrai que oui, alors pour le coup, il y a eu aussi des hauts et des bas, dépendant de changements politiques, mais aussi de personnes qui sont à l'intérieur, dans le maillon de fonctionnement de ces lieux, mais qui continuent, en fait, pour le coup, là, Je Recycle Parc, qui continuent à survivre, de par des bénévoles qui ont voulu continuer à essayer de se battre pour que le lieu existe, quoi. Mais ouais, c'est vraiment cool, je n'y ai pas pensé. C'est vrai que c'est quelque chose qui, du coup, dans ton expérience et dans celle que vous présentez, là, que ce soit Sébastien, Julien ou toi, finalement, là, l'usage temporaire, enfin la présence de l'art dans un lieu qui n'était pas prévu pour ça, permet aux autres fonctions du lieu de perdurer ou de créer un temps de réflexion sur que va devenir le lieu, mais tout en continuant à l'ouvrir ou en le réouvrant, en accueillant d'autres publics. Et donc, l'art vient au service de la pérennisation plus ou moins longue d'une activité, mais aussi, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais Sébastien, et ce qu'on retrouve dans les politiques urbaines plus largement. Moi j'avais travaillé un peu sur la rue des Noyers à Paris dans le Babelville, où il y a eu des ateliers d'artistes qui ont été laissés en occupation temporaire, du temporaire qui a duré 15 ans, et où finalement là aussi les artistes ont fait vivre un tissu socio-culturel et ont créé de l'animation dans la rue et ont créé de la vie de quartier, mais aussi ont permis de repousser d'autres usages de la rue que tu évoquais tout à l'heure, mais des usages
plutôt liées à la drogue ou à d'autres formes de déviance, des choses moins désirables finalement que de l'art. Et l'art devient une manière de remédier et comme l'a dit Elsa Vivant dans le titre d'un de ses articles, pacifier, sécuriser l'espace public par l'art. Et c'est pas forcément l'intention des artistes ou des opérateurs que de faire ça, mais ceux qui leur permettent d'occuper les lieux. On ça en tête. Si on a des artistes et si on a de l'activité culturelle plus ou moins informelle, on repousse aussi d'autres usages. Donc c'est comment l'art devient une manière de faire perdurer un lieu, ou au contraire de le transformer, de faire le mix entre différents usages. Et après, il y a des confrontations, et combien de temps on tient dans cet équilibre-là. On prend cet exemple de la rue des Noyers et de sa perception. J'y passe tous les matins quand je vais à l'atelier, donc je vois de quoi tu veux parler. Il y a aussi un changement de perception du graffiti qui s'est opéré depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire le graffiti, il y a 20 ans, était vu vraiment comme un truc de drogué. Enfin, là où il y avait du graffiti, il y avait des problèmes, il y avait du vol, il y avait des ceci, de cela, ce qui était complètement faux. Mais je dirais dans l'imaginaire des gens, c'est ce qui était dans leur tête. Et petit à petit, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, en effet, le graffiti, le street art est vu comme pacifiant la ville. Bon, ce qui est faux aussi. Disons qu'on pacifie les murs, quelques murs, mais disons qu'on apporte quelque chose qui est, je dirais, qui donne la sensation aux gens que la ville change, parce que tout d'un coup on y met une couleur, un signe, comme ça, qui sont moins obnubilés vers cette perception du graffiti qui était vraiment problématique à l'époque. Je voulais rebondir sur ce que disait Julie et notamment aussi Jean par rapport à cet urbanisme transitaire ou culturel, notamment sur la cité fertile ou la recyclerie, qui sont des lieux, je ne sais pas si les gens connaissent, mais qui sont aux extrémités de Paris ou vraiment de l'autre côté du périph', et qui sont un petit peu, on peut voir ça aussi de manière très positive, aussi on peut voir ça d'une manière un peu plus contrastée avec un peu ce côté où on impose un petit peu une façon de penser et de vivre. Je pense, c'est un peu extrême ce que je dis, mais j'ai peut-être pas les bons mots pour le dire. Mais on va à la recyclerie à Porte de Clignancourt, c'est tout beau, tout aux intérieurs, on recycle des vêtements, on peut faire du jardinage. Et en fait, quand on sort dehors, on est au pied de la misère. Et cette façon aussi d'occuper des tiers-lieux, moi c'est quelque chose qui me pose un peu de problème par rapport à ça, c'est occuper un lieu de manière transitoire en y amenant de la culture, oui, mais il faut que ce lieu puisse aussi rayonner à l'extérieur et permettre aussi aux personnes qui sont à l'extérieur de pouvoir en profiter. Et pour moi, qui adore la cité fertile, parce que le concept est vraiment, vraiment intéressant, ce qui est dommageable en revanche, c'est qu'il ne bénéficie pas aux populations qui sont directement aux abords de ces lieux. Et amener la culture urbaine, l'art urbain, dans ces sites pour l'occuper, et aussi d'une manière un petit peu de gentrifier les abords, sachant que c'est une culture qui est à la base née dans la rue. Donc en fait, ce qui est un peu problématique, c'est que, pour moi en tout cas, on pose des bases d'une réflexion sur ces sites, et on utilise l'art urbain pour un petit peu amener de la couleur, comme disaient Jean, mais au détriment des habitants qui sont sur place, pour amener une sorte de nouvelle population. Après, hier j'ai utilisé un terme, alors, ça peut paraître ultra violent, j'ai appelé ça des colons culturels. Dans le sens où on arrive dans une zone un petit peu de misère, et on installe un site avec des acteurs qui vont faire vivre le site de différentes manières, sans se soucier forcément en fait des acteurs qui sont déjà présents, des structures associatives communautaires qui peuvent proposer aussi des actions. Et on les met en fait direct en dehors du wagon. Et c'est pour ça que je disais par rapport à la cité fertile, cette démarche peut poser problème, en tout cas moi me pose problème. On habite à Aubervilliers, donc c'est quelque chose dont je peux très bien parler. Les gens n'en bénéficient pas en fait. Et quand on arrive dans ce lieu, on voit direct aussi la différence de population qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que dans la rue, il y a la mixité culturelle et ethnique que l'on connaît à Aubervilliers, et on arrive à la cité fertile, il n'y a plus du tout cette mixité, et on se retrouve en fait avec
des jeunes cadres dynamiques, des artistes, qui ne reflètent pas forcément en fait l'identité du lieu. Donc pour moi c'est aussi une limite à l'utilisation un petit peu trop massive des friches par les différents acteurs culturels qu'on connaît, même Plateau Urbain qui a fait un magnifique projet avec les grands voisins. Mais voilà, c'est la problématique. Et en revanche, de l'autre côté, des friches qui fonctionnent très bien comme l'espace, enfin, qui fonctionnaient très bien comme l'espace imaginaire par exemple à Saint-Denis, qui était vraiment ouvert sur les habitants, avec une collaboration sur des jardins partagés, sur de l'événementiel, sur même des soirées gastronomiques où on pouvait découvrir justement la spécificité qui est liée au territoire du 93. Voilà. La question c'est comment, enfin c'est toujours lié dans l'action, mais dans quel but en fait? Si c'est dans le but de préparer le terrain pour les promoteurs immobiliers pour qu'ils puissent après amener une nouvelle population et en fait repousser toujours plus les habitants qui sont dans ces quartiers-là. Enfin, il y a 10 ans, j'ai habité dans le 20e, c'est plus du tout le même 20e que celui que je connaissais, quoi, qui était vachement multiculturel, où il y avait des anciens qui buvaient le thé sur le trottoir du boulevard Davout. Enfin, toutes ces choses-là sont en train de disparaître. Et en fait, on recule de plus en plus ces habitants plus loin parce que l'augmentation des prix des loyers, enfin après on ne va pas partir dans un sujet, mais ça pose vraiment une problématique de savoir quelle est l'utilisation et la finalité de ces lieux-là. Est-ce qu'on est dans l'entre-soi culturel et artistique en amenant des artistes pour faire de la résidence artistique, créer de la culture, ou est-ce qu'on est dans une autre stratégie qui est d'intégrer aussi ces populations qui ont aussi des atouts artistiques et culturels à mettre en place dedans? Donc, moi c'est plutôt, quand on parlait de ça, c'est toujours lié dans l'action, mais dans quel but et dans quelle finalité, et ça profite à qui en fait? Julien? Ça m'a fait penser un peu à la discussion d'hier, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on parachute un lieu comme ça, ou on parachute un concept sur un lieu, sans prendre en compte l'environnement, tout simplement, ou les environnements. C'est la même chose qu'un festival, c'est-à-dire que quand une institution ou un privé décide de lancer un festival sur un territoire, est-ce qu'ils arrivent, ils montent le festival, ils se cassent et on attend l'année d'après. Si l'année d'après ça se reproduit, c'est pareil pour une friche en fait. Est-ce que le projet de la friche il a été co-construit avec son environnement, avec les habitants, avec évidemment l'institution, dans le meilleur des cas? En fait, on revient toujours à l'intention qui se cache derrière le projet, et si cette intention, elle est bonne, et deux, elle est faite, moi je dirais dans le bon sens, c'est-à-dire en prenant en compte le contexte, oui, ça devrait bien se passer. Mais est-ce que c'est le cas à chaque fois? Force est de constater que non. Alors après, il y a des raisons diverses à ça. Soit l'institution est contre le projet, soit elle est pour le projet mais elle ne prend pas en compte le contexte local, soit le projet tombe à l'eau. Bref, il y a plein de scénarios possibles. Mais clairement, comme on disait hier pour les festivals, si c'est pas co-construit avec, comme vous faites à la Belle Valette, avec l'environnement, le contexte et toutes les parties prenantes de la vie du territoire, c'est voué à l'échec. Enfin, on l'a vu aussi sur Toulouse, des choses qui sont complètement hors sol, parachutées, sans concertation. Il y aura une édition ou une année de présence sur le territoire, et puis après, les gens n'en veulent pas en fait. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions, réflexions? Je vous propose de conclure en quelques mots. Il me semble que ce qui a été dit à travers vos expériences, à travers cette question de comment on occupe un lieu avec de l'art urbain, c'est un questionnement sur les spécificités de cette pratique dans la ville et ce qu'elle permet d'amener à la fabrique de la ville, mais ce qu'elle permet d'amener aussi aux artistes. Et là, je trouve que Jean, tu l'as bien montré, et vous avez aussi parlé de la manière dont on accueille les artistes dans ces lieux. Ce qui est
le truc le plus intéressant quand on travaille dans la ville, c'est qu'on peut exposer l'art dans la rue, qu'on peut rendre la culture accessible, qu'on peut toucher d'autres publics, d'autres lieux, sortir des cadres de la politique culturelle, et c'est ça qui anime, qui ont animé vos différents projets et qui reste très, très, très intéressant. On peut, par la bande, contribuer avec ce travail-là à réduire la place de la publicité dans la ville. On peut contribuer à faire exister plus longtemps un patrimoine menacé. On peut aussi contribuer, malgré soi, à repousser des pratiques indésirables, déviantes ou des personnes plus marginales, jugées indésirables par celles et ceux qui nous autorisent à occuper le lieu. Et puis on peut aussi contribuer à transformer une friche, un lieu, en un nouvel équipement d'art, un nouveau centre d'art contemporain. Ça arrive, hein, des fois, une usine et ensuite obtient un label. Et puis on peut aussi simplement contribuer à créer un cadre pour de nouveaux usages d'une rue, d'un quartier, des usages festifs, des usages touristiques, mais aussi des usages de rencontres, hein, simplement avoir un lieu de rencontre. Et donc changer les usages des lieux, c'est les transformer en lieu de création, lieu de diffusion, en lieu de fête, en lieu touristique. Et là, effectivement, comme tu l'as dit, Jean, le regard sur le graffiti se transforme dans ces lieux, puisqu'on voit le graffiti non plus sous un angle de pratique vandale tel qu'il a été présenté pendant 20 ans, mais ces lieux ont vraiment contribué à changer le regard sur le graffiti, à dire regardez, c'est autre chose, regardez, ça sert à quelque chose aussi. Il y a aussi un apaisement du regard sur le graffiti en lui donnant une utilité sociale, et ces utilités sociales, elles ont beaucoup contribué à le rendre légitime. Maintenant, comment faire pour ne pas rester un instrument de ces utilités sociales dans les projets, c'est toujours un peu la difficulté. Donc changer le regard sur le graffiti, changer aussi le regard sur un lieu, effectivement, augmenter sa valeur symbolique, revoir dans la perspective d'un projet urbain la valeur du lieu et d'un quartier en y transformant les usages pour ensuite rendre le lieu plus festif. On peut penser notamment à la présence de l'art urbain dans le quartier de Kreuzberg à Berlin, qui est très présent et qui a permis d'alimenter des logiques de gentrification qui reposent sur bien d'autres choses que la présence de l'art, mais l'art peut être un vecteur, et Blue qui est venu effacer ses fresques pour diminuer la valeur des biens qui étaient construits, qui allaient être construits juste à côté. Donc il y a vraiment aussi un jeu de l'artiste dans ce travail de la construction de la valeur symbolique des lieux et qui se transforme en valeur économique. Les questions qui restent importantes, il me semble, et qui semblent importantes à retenir quand on parle de ça, c'est finalement qui est acteur, qui est partenaire, dans quelle mesure ces lieux nous permettent d'ouvrir des partenariats et de travailler sur le territoire de manière transversale avec plein de gens pour leur donner du sens et que cette utilité sociale soit partagée et pas juste venue d'en haut. C'est savoir qui finance, parce que ça reste quand même toujours la question la plus importante, savoir de quelle marge de manœuvre on dispose pour enfin décider ou non, collégialement ou tout seul, ou subir la décision de ce que va devenir le lieu. Et puis, in fine, ce qui se passe quand on transforme un lieu, c'est on en transforme les usages. Est-ce qu'on en transforme la population? Est-ce que les transformations d'usages dans le lieu amènent à la gentrification? Je trouve que la question, elle est intéressante, elle reste ouverte. Hein. C'est pas la présence de graffiti qui fait partir les populations les plus précaires d'un lieu, mais c'est quelque chose qui peut contribuer quand même à la transformation de la démographie. Voilà un peu les questions qu'on a posées, je pense qu'on a tous un peu en tête quand on fait des projets, quand on les observe, mais là, elles ont été un peu plus condensées. Je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on se retrouve à 14h pour parler d'attractivité territoriale en milieu rural.